Mon exposé, en fait, la discussion maintenant au niveau autour de l'agriculture, ben, elle commence par la viticulture, puisque je suis président des vignerons suisses, puis disons que je suis engagé depuis longtemps dans la défense professionnelle. Euh, on aborde les vendanges 2020 avec énormément de soucis. Je pense que vous l'avez peut-être vu dans les médias ou pour la viticulture, c'est vraiment un problème. On est à la veille des vendanges avec une récolte qui est magnifique. Malgré la sécheresse et tout ça, on a eu très peu de soucis, de maladies, de problèmes dans les vignes. Il y a eu très peu de régions touchées par la grêle. Il y a eu l'autre jour le jeudi 13 où il y a la région de Bardonnay qui a été touchée, mais autrement dans l'ensemble, on a sur toute la Suisse une très belle récolte. On a une très belle récolte, mais en fait on est tous en train de stocker du vin parce qu'on peine à écouler notre vin à cause de la concurrence à bas prix des vins étrangers. Et, et beaucoup peinent à comprendre ce problème de la distorsion de concurrence, c'est-à-dire que nous, on a des charges, on a des coûts qui sont là, les salaires ne sont pas les mêmes qu'ailleurs, les charges, les exigences environnementales ne sont pas les mêmes qu'ailleurs, et ça a un coût. Et quand on retrouve, je ne sais pas si vous avez vu les pubs d'Aldi avant le 1er août, où il y avait plein de petits drapeaux suisses, célébrons la Suisse, c'est marqué dessous, célébrons la Suisse, et les vins qui étaient à côté, c'était tous des vins étrangers, dont même un vin chilien avec le label Max Avelar à 2,99 la bouteille. Ça pose un vrai problème politique aujourd'hui, c'est-à-dire que même des ONG engagées dans le commerce équitable ne voient pas de problème à ce qu'un produit étranger arrive sur un marché à des prix extrêmement bas et fasse du dumping dans le produit où il arrive. Donc il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Et la réponse qui est donnée sans arrêt aux paysans, aux vignerons, c'est mais faites de la qualité, faites ci, faites ça, faites de la promotion, vous ne faites pas assez de promotion. Mais en fait, on est face à un problème de distorsion. On reconnaît au niveau de la main-d'œuvre qu'il faut des mesures d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il faut lutter pour qu'il n'y ait pas de dumping au niveau des salaires, mais on ne veut pas reconnaître qu'il faut également une lutte contre le dumping au niveau de la marchandise. Et là, je fais un parallèle juste par rapport, puisqu'on vient de parler déchets, puisqu'on vient de parler consignes, en fait, cette distorsion de concurrence et ces prix très bas posent un problème également environnemental majeur, puisque aujourd'hui, ces produits à bas prix encouragent la consommation, encouragent l'achat sans un réel besoin derrière. Donc on est en train de produire énormément de déchets. Et je disais tout à l'heure, quand on préparait le sujet, je disais, mais aujourd'hui on parle d'économie circulaire comme d'une solution. On doit aller à la base, c'est-à-dire on doit pas avoir une économie qui trouve une solution pour les déchets, pour les recycler. On doit avoir une économie qui arrête de mettre tous ces produits sur le marché et qui revient à une consommation liée aux besoins. J'entendais hier à la radio le départ du Premier ministre japonais. Et qu'est-ce qui était relevé? Que le problème, c'est qu'il part avant d'avoir réussi sa politique de relance d'une consommation soutenue. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'on change de paradigme à ce niveau-là. Il faut qu'on ait des produits qu'on met sur le marché à des prix qui sont en lien avec le pouvoir d'achat de chaque région, de manière à ce qu'on revienne à une consommation qui est liée aux besoins. Et je parlais de ça parce que Satigny, moi je suis conseiller administratif maintenant à Satigny, et Satigny est une des communes qui est identifiée comme ayant un terrain pour accueillir le mâche-fer, parce qu'il y a le mâche-fer de Genève va actuellement vers Bernel, j'ai le nom qui m'échappe, ouais, Châtillon. On le voit depuis la route, hein, c'est une montagne, ce mâche-fer. Et en fait, il faut trouver une solution assez rapidement. Et là, ce printemps, au mois de juin, on a eu une discussion là-dessus avec l'État.
Et moi, j'ai dit que nous, on refuserait à Satigny le mâche-fer tant que la loi sur les déchets, qui est en révision aujourd'hui, ne travaille pas dès la mise sur le marché. C'est-à-dire une loi sur les déchets qui ne résout pas le problème de la surconsommation, je veux dire, ça ne sert à rien du tout. On continue à surconsommer, puis on trouve une solution pour mettre quelque part les déchets. Et surtout mettre tous ces déchets dans la zone agricole, c'est absolument aberrant. Donc voilà, donc la situation du vignoble, elle est mauvaise. Il y a pas mal de viticulteurs qui doivent stocker. Moi, j'ai loué un dépôt avec 4 autres vignerons pour mettre du stock. On a eu 2 cas de suicide dans le vignoble, un en Valais, un à Genève, des jeunes. On a un problème aujourd'hui parce que nos jeunes sont intéressés à revenir à la terre, et puis en même temps, ils se trouvent face à des parents qui ne savent plus comment faire pour avancer, pour que le domaine tienne la route. Et cette situation des parents qui ne savent pas trop comment avancer, ça déstabilise quand même pas mal les jeunes qui auraient envie de se lancer. Donc là, le problème est assez grave. On fait des démarches au niveau politique pour introduire une mesure qui oblige les marchands à acheter du vin suisse pour avoir les droits d'importation. C'est une pratique qui a été faite pendant très longtemps en Suisse. Ça figure dans la loi, puisque l'importation, l'attribution des parts, des contingents d'importation se fait selon l'article 22 de la loi sur l'agriculture, qui donne la possibilité soit d'attribuer selon le système du Vienne-temps suite, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il y a des demandes, on donne les droits. Il y a aussi justement la mesure qu'on demande, c'est-à-dire on donne les droits à ceux qui justifient du commerce qu'ils font avec les vins du pays. L'intérêt de la mesure, c'est qu'elle lie production et importation, et elle va dans le sens de ce qui était fait auparavant, c'est-à-dire d'une gestion de l'importation, mais d'une gestion en fait des ressources. C'est-à-dire qu'avec les contingents qu'il y avait auparavant, l'OMC a changé quand même beaucoup de choses, et là il y a des choses qu'il faudrait quand même à un moment donné arriver à faire rebouger. C'est qu'avant l'OMC, il y avait le GATT avant, mais quand ça s'est transformé en OMC, il y a eu pas mal de nouvelles exigences, et ils ont interdit les contingents de volume pour autoriser que des contingents tarifaires. Ça veut dire qu'on travaille sur le tarif et les conditions, les exigences d'importation, mais surtout sur le tarif. Et un contingent tarifaire, ça veut dire que tout ce qui est importé dans le cadre de ce contingent est aux conditions les plus favorables en termes de taxes. Donc le vin bénéficie, les importateurs bénéficient d'un contingent d'importation de 170 millions de litres, et tout ce qui est importé dans ce cadre-là, eh bien, c'est des taxes au plancher, sans exigence d'acheter, de commercer des vins suisses. Et nous, on demande justement qu'on revienne à ce système. Auparavant, c'était, je vous le disais, des contingents de volume. Ça veut dire qu'on avait un volume. Je prends l'exemple, par exemple, des pommes de terre. En 2011, ça a été une année magnifique pour les pommes de terre en Suisse. Et il y en a à peu près le 1/5 qui a fini sur des ruclons pour donner au bétail, parce qu'il y avait des contingents d'importation qui étaient ouverts. Et en fait, on mangeait de la patate d'Égypte, alors qu'il y avait des pommes de terre suisses qu'on fichait loin. Avec les contingents de volume, ce n'était pas possible, parce qu'il y avait un contingent qui était décidé pour plusieurs années, qui correspondait qui était lié à la consommation moyenne en Suisse. Ça veut dire qu'il était un peu plus faible que les besoins réels. Et si la production suisse était une belle production, eh bien, contingent plus production suisse, on pouvait écouler toute la production suisse et on avait le contingent pour terminer. Et puis, si la production suisse était faible, eh bien, le Parlement votait un contingent additionnel pour terminer l'année. Ça veut dire qu'on faisait de la gestion des ressources. Et il faut absolument, à ce niveau-là, qu'on revienne à ce type de gestion, et notamment pour la viticulture aujourd'hui, c'est extrêmement important, pour le lait aussi, pour presque tous les produits agricoles.
Ouais. Juste par rapport à cet article, la marge de manœuvre laquelle on lisait dans les accords de l'OMC, puis c'est juste un doux rêve de vouloir appliquer cet article. Non, c'est uniquement une question de volonté politique, mais ce n'est pas seulement une question de volonté politique, parce qu'on pourrait se dire, bon, ben, on demande aux Verts, aux socialistes, il y a certains partis, ça devrait passer tout seul. Non, il faut se rendre compte que même que ce soit les partis de gauche ou de droite, aujourd'hui, ont encore un problème avec la question de la frontière. Alors que c'est à cet endroit-là de différence d'économie qu'on peut prendre des mesures qui ne sont pas des mesures, c'est pas fermer les frontières, c'est réguler, c'est gérer, et c'est pas contraire. J'avais fait une petite brochure avec Françoise Berger il y a une vingtaine d'années qui s'intitulait Le protectionnisme, une politique d'ouverture. Pourquoi on avait pris ce titre? Parce que c'était basé sur l'idée qu'on reconnaît les choix de chaque pays. Donc quand je prends des mesures protectionnistes pour protéger les activités économiques en Suisse, les artisans, tout ça, ce n'est pas des mesures que je prends contre les autres, je les prends parce que localement, il y a besoin que ça soit régulé pour que ces secteurs vivent. Et je sais que, en contrepartie, j'accepte aussi, quand j'exporte, que des autres pays se protègent pour que leur activité économique locale fonctionne. Donc, alors, sur le plan législatif, il n'y a même pas besoin de passer, normalement, on n'aurait pas besoin de passer devant le Parlement. C'est uniquement le Conseil fédéral, par voie d'ordonnance, qui décide du mode d'attribution. Mais là, il y a une motion de Mme Marais, Mme Marianne Marais, PDC Valaisanne, qui a déposé une motion au Conseil des États qui va être passée le 24 septembre au Conseil des États. Mais on a toutes les peines pour obtenir les soutiens politiques pour faire passer ça, parce qu'il y a un problème par rapport à la question de frontières. Peu de personnes sont d'accord de réfléchir sur, de redonner une légitimation, que les mesures, on les reconnaisse comme légitimes. Je veux dire, c'est hyper important si on veut garder les secteurs. À ce titre-là, juste moi je dis souvent, parce que c'est pas seulement pour moi, c'est pas qu'un problème agricole, c'est un problème pour tous les produits. Mais aujourd'hui, si on va dans d'autres secteurs d'activité, je prends souvent l'exemple d'un jeune qui fait menuisier aujourd'hui. Ben, la seule fenêtre, la seule porte qu'il va fabriquer, c'est pendant son apprentissage. Le reste de sa vie, il va être un poseur de fenêtres, un poseur de portes. On doit revenir à une société qui forme, qui donne des métiers, des vrais métiers aux jeunes, qui donne des passions de fabriquer, de construire. C'est tout sauf fermé. C'est plutôt de l'ouverture, et puis c'est de la diversité. On parle beaucoup de biodiversité aujourd'hui, mais on est en train d'uniformiser au niveau mondial sur comment il faut faire, et puis on ne peut plus faire autre chose. Voilà. Donc sur le volet viticole, moi j'ai abordé aussi un peu les autres volets, qui étaient la question du mâche fer, mais tu as une question. Qu'est-ce qui vous répondent les politiques de droite, tant de gauche, surtout plutôt ceux-là qu'on pense qui pourraient être vos alliés, pour en fait ne pas trop entrer en matière ou leurs problèmes, en fait, leurs problématiques? Le problème, c'est que les mesures de frontière, c'est la frontière qui est devenue qui est vraiment c'est une question de vision. Pour eux, dès qu'on fait quelque chose à la frontière, c'est qu'on ferme. C'est vraiment l'idée de fermer, et on doit rester le plus ouvert possible. Mais il faut absolument qu'à un moment donné, ça tourne. Alors nous, on a le problème au niveau des fêtières, parce que moi, j'étais vendredi à Berne à l'interprofession des vins suisses, mais le président de l'interprofession, c'est un PDC tessinois, puis le président de la FSV, de la Fédération suisse des vignerons, c'est un PLR vaudois. Donc ça, c'est des fêtières. Et puis moi, je suis président des vignerons suisses, des vignerons encaveurs suisses. Mais on a le problème, c'est que
beaucoup de vignerons ont voulu que ça soit des conseillers nationaux qui ne sont pas du métier, qui soient à ces présidences, et eux sont opposés. Bon, les PLR, on le sait, je dirais que c'est les pires par rapport à ce problème, à cette question de l'ouverture des marchés. C'est ceux qui sont le plus pour l'ouverture des marchés. Mais les autres partis ont de la peine même les Verts. Les Verts ne parlent pas de mesures de frontières. Il y a eu dans l'initiative que les Verts avaient lancée sur une économie verte, il y avait l'idée d'importer, d'avoir une limitation à l'importation en exigeant que les produits importés soient selon les mêmes normes que nous. Mais en termes d'échanges internationaux, quand on parle de normes, en fait, on parle d'équivalence de normes. Donc, ça veut dire que si vous importez un produit d'Espagne, en matière de normes sociales, ça sera l'équivalence de la norme. Donc on n'aura rien réglé sur le plan des salaires. Et puis, au niveau de l'OMC, c'est incroyable qu'on ait pu faire des accords pareils, mais au niveau de l'OMC, la concurrence déloyale est établie quand un produit sort d'un pays étranger à un prix plus bas que ce qui se fait dans le pays. Elle n'est pas établie au moment où elle rentre chez nous. Ce qui fait que, moi j'avais lancé une initiative qui intervenait sur la question de la loi sur la concurrence. Parce que si vous ouvrez l'article de la loi sur la concurrence, on fait référence à la concurrence déloyale, mais qui est seulement en termes de publicité, de promotion, de ne pas dire des mensonges, mais on n'ouvre absolument pas la question de la distorsion de concurrence. Et en fait, la distorsion de concurrence, elle est devenue générale, légale. On peut soumettre les produits de n'importe quel pays à des prix très bas. C'est un problème pas suisse, hein, c'est un problème. Même dans les pays pauvres, ils ont ce problème-là avec des produits de l'extérieur qui arrivent à des prix encore plus bas que chez eux. Donc là, il y a vraiment une chose à faire à ce niveau-là. Mais pour poursuivre sur ce domaine-là, j'ai lancé l'hiver passé avec Unitaire, on a lancé le référendum Stop Huile de Palme, qu'on a intitulé Stop Huile de Palme parce que c'est vraiment un produit qui exprime bien le problème. Mais en fait, on a lancé ce référendum contre le libre-échange. Et là, on prépare une argumentation par rapport au libre-échange. C'est vraiment le libre-échange qui a un véritable problème, qui pose énormément de problèmes environnementaux par la mise sur le marché à des prix très bas et puis de destruction des économies locales dans le monde entier, quoi. Voilà, alors, je ne sais pas s'il y a est-ce qu'on avait prévu encore d'autres choses? Je pense. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu plus, vu que on va démarrer, vous allez démarrer cette campagne du référendum contre l'huile de palme. Je pense que nous tous, on lit un peu 2-3 articles dans les journaux, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas forcément très bien quelles sont les implications, qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, je veux dire, en quoi cet accord de libre-échange, quels sont les problèmes principaux, disons? Alors, comme je l'ai dit, on ne l'a pas lancé en tant que vigneron déjà, parce que de toute façon, il n'y a pas de vin qui nous vient d'Indonésie, mais on l'a vraiment lancé par rapport au problème du libre-échange qui nous touche directement, comme il touche pratiquement toute la production, qu'elle soit agricole ou autre. Donc on a lancé sur cet objectif-là. Maintenant, on a un problème avec le référendum Stop Huile de Palme, qui est le problème que plusieurs organisations se sont dites satisfaites de l'accord de libre-échange avec l'Indonésie. Je veux parler là du WWF, de Public Aid, d'Alliance Sud, de toutes ces organisations dont on pourrait s'attendre à ce qu'elles aient une réflexion juste par rapport au problème du libre-échange, mais elles se sont contentées par les promesses
les promesses faites par rapport au respect du développement durable, alors qu'on continue à déforester pour faire ensuite une production d'huile de palmier de manière bio. Mais je veux dire, on déforeste pour pouvoir faire ça. Et puis, après, il y a des éléments qui sont surprenants de la part d'ONG de ce genre. C'est que, en fait, au niveau du contingent, elles se sont satisfaites aussi à l'Union suisse des paysans aussi, du fait que la Confédération a assuré et a inscrit dans l'accord un contingent tarifaire pour l'huile de palme. Donc les organisations se sont dit, bon ben c'est bon, ils limitent l'importation. Mais moi je travaille depuis 25 ans sur ces dossiers-là. Je ne comprends pas que dans ces organisations-là, ils n'aient pas encore compris la différence entre un contingent de volume et un contingent tarifaire. Tous les contingents qu'on a aujourd'hui sont des contingents d'encouragement à importer. Ce n'est pas des contingents de limitation puisque les taxes sont au plancher. Pour le vin, par exemple, si vous importez dans le cadre du contingent tarifaire, c'est 170 millions de litres. Donc, la majorité des marchands importent en utilisant le contingent tarifaire. Vous payez 50 francs pour 100 kilos. C'est toujours au kilo l'importation, quels que soient les produits. C'est 50 francs 100 kilos. Si vous importez en direct, vous passez à 2 francs 50 le litre. Je veux dire, si vous passez hors contingent, les petits importateurs, ceux qui ne connaissent pas encore bien toute l'administratif qu'il y a là autour, ils payent X fois plus cher. C'est beaucoup plus cher. Et de faire passer cette mesure, ça permettrait justement aussi d'avoir une augmentation des prix à l'importation. Mais ce qui est incroyable, justement, c'est que ces ONG ne voient pas qu'il y a une différence entre contingent tarifaire et contingent de volume. Ce qui fait qu'elles font confiance au fait, elles se sont satisfaites de la création d'un contingent tarifaire pour l'Indonésie de 12 000 tonnes. Ouais, 12 000 tonnes, je vérifie le chiffre, mais ce n'est pas très important ce chiffre-là. Ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'Indonésie est le plus petit exportateur d'huile de palme vers la Suisse, qui est le plus petit, qui exporte vers la Suisse le plus petit volume. La Suisse importe de l'huile de palme essentiellement des pays pauvres. Parce que les pays pauvres, selon les règles de l'OMC, peuvent exporter vers les pays riches sans taxe d'importation. Donc aujourd'hui, la majorité, le 98% de l'importation d'huile de palme se fait via les pays pauvres, les PMA, et on donne maintenant à l'Indonésie un contingent tarifaire. L'Indonésie est sortie des pays pauvres en 98. On donne à l'Indonésie la possibilité de vendre en Suisse de l'huile de palme aux mêmes conditions qu'un pays pauvre, c'est-à-dire sans taxe. Donc on fait croire qu'on limite l'importation, mais au contraire, on va augmenter, on ajoute un pays exportateur d'huile de palme, et surtout il faut savoir que l'Indonésie est le plus gros producteur d'huile de palme au monde. Et ça veut dire qu'au niveau de l'OMC également, il faut savoir que quand on donne un avantage à un pays, si un autre pays apprend qu'on a donné un avantage, c'est le principe de la nation la plus favorisée. Si on donne un avantage à un pays, les autres pays peuvent dire, attendez, là vous avez donné un avantage, nous on veut les mêmes avantages. Donc, de cette manière-là, avec les règles de l'OMC, petit à petit, on supprime toutes les taxes de douane. Mais on supprime en même temps une autre chose dans les accords de libre-échange, c'est les exigences en termes de normes. C'est ce qu'on appelle la loi sur les normes en Suisse s'appelle, voilà, je retrouve juste le mot, la loi sur les normes en Suisse s'appelle la loi sur les entraves au commerce. Et ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans les accords commerciaux. C'est
tous les accords de libre-échange essayent de supprimer tout ce qu'on appelle entrave au commerce. Et c'est quand même incroyable qu'on appelle la loi sur les normes. Les normes, c'est les normes sanitaires, les normes environnementales. Toutes ces normes-là sont dans la loi sur les normes qui s'appelle en fait la loi sur les entraves au commerce. On avait beaucoup parlé de ça quand on avait lancé le référendum contre le cassis de Dijon, parce qu'on disait, mais en fait, c'est comme si on appelait la loi sur la circulation routière, la loi sur les entraves à la circulation, parce qu'on ose mettre des passages piétons, des feux ou comme ça. Donc c'est très grave qu'on l'appelle de cette manière, qu'on la nomme, qu'on nomme ces normes des entraves, parce que ça montre que politiquement, on considère ces exigences de chaque pays qui sont rien d'autre que des choix de chaque pays. Les normes, elles ont été souvent votées, elles ont été discutées dans des groupes de travail en Suisse. Elles tombent pas du ciel, les normes. C'est des choses qu'on réfléchit par rapport à ce qu'on veut, de quelle manière on veut protéger l'environnement, de quelle manière on veut protéger les salariés, tout ça. Et là, on appelle ça des entraves. Et les accords de libre-échange, en fait, c'est deux choses. C'est supprimer les entraves au commerce, et puis c'est détaxer. Mais détaxer, c'est en fait défiscaliser, parce qu'on supprime toutes ces mesures qui sont des mesures, en fait, qui passent par la fiscalisation, par la taxe de l'échange. On les supprime, et après, il ne faut pas s'étonner s'il y a des fortunes colossales qui se constituent aujourd'hui, parce que quand vous achetez des produits qui valent rien, puis que vous les revendez à un certain prix dans les autres pays, je veux dire, il ne faut pas s'étonner si les fortunes les plus importantes aujourd'hui sont constituées par des gens qui travaillent sur ce potentiel de profit qu'il y a à faire sur les échanges commerciaux. Donc là, notre problème aujourd'hui avec le référendum, c'est de quelle manière on va arriver à faire éventuellement changer de position des ONG comme WWF, Public Eye ou d'autres. Là, j'ai Jacques Maire qui collabore avec moi. Jacques Maire, c'est le fondateur des éditions Jouvence. On travaille maintenant à faire une brochure là-dessus pour justement que le référendum ne soit pas un référendum uniquement huile de palme, mais que ça soit un référendum où on explique vraiment les autres enjeux, pour qu'on sorte juste cette question. On va parler largement aussi d'huile de palme, puisque beaucoup de personnes ont signé très facilement parce qu'elles ne veulent pas de cette huile de palme, surtout qu'on a des huiles entre la Suisse et l'Europe. Je veux dire, on a suffisamment d'huile. Il faut savoir que le beurre, par exemple, les paysans, ils devaient payer des taxes pour l'élimination du beurre, alors qu'on importe des huiles végétales, des graisses et tout. Donc il y a vraiment on est dans l'incohérence. Pour parler, disons, pour dire dans quelle direction on doit aller, on doit revenir à de la cohérence. Ça a de la cohérence de manger ce qu'il y a dans son jardin avant d'aller en chercher à l'autre bout du monde. Ça a de la cohérence que de réparer des machines, de les faire durables. C'est qu'une question de normes. C'est ces normes qu'on veut supprimer. Mais il suffit de mettre dans les normes que les metteurs en marché doivent mettre des produits qui sont réparables. Dernièrement, j'ai amené chez SFS la quincaillerie une meuleuse pour la faire réparer. Mais on ne vous répare plus une machine. On vous dit, rien que le devis de réparation coûte plus cher que la neuve. On doit arrêter avec ça. Et moi, j'irai m'attacher dans le champ agricole s'il faut pour empêcher le mâche-fer de se mettre là. Mais je n'accepterai jamais qu'on nous fasse une montagne de mâche-fer à Satigny si on ne règle pas ce problème des produits à bas prix. Les gens achètent uniquement à cause du prix aujourd'hui. Vous regardez les habits, vous regardez tout ça, mais c'est... Puis tous les produits qui viennent de Chine, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu l'article sur la répression contre les Ouïghours dans le Temps de vendredi. Je veux dire, moi je me suis dit dorénavant, mais je fais déjà hyper attention d'acheter essentiellement des trucs européens ou suisses, mais je vais redoubler de vigilance à ce niveau-là pour éliminer tout ce qui est chinois. Je veux dire, il y en a qui ont lu cet article. On lit...
Ah, il était déjà dans le courrier avant. On lit cet article, mais écœurant. Moi, j'étais écœuré. Et il y a longtemps qu'il n'y a pas un article qui m'a fait autant, ouais, qui m'a vraiment fait mal. Le problème de l'eau, c'est que quand les produits, la terre où les murs, elle est très riche en sucres minéraux, et surtout pour les portables. C'est pour ça qu'ils veulent radier cette terre, et ils veulent que les murs deviennent chinois. Mais il faut leur voler, Ouais. Puis ils veulent les faire disparaître, quoi, en stérilisant et tout ça, quoi. Ouais, c'est ignoble. Plus les camps forcés, enfin tout ça. Ouais, non, Les prisonniers qui fabriquent tous nos objets de consommation. Je crois qu'il y a pas mal de masques qui sont fabriqués là-bas. Ouais. Des masques pour le Covid-19. Ouais. Voilà, donc pour moi, il y a un mot important, c'est on doit revenir simplement à de la cohérence. Je veux dire, ça a de la cohérence d'utiliser des choses locales, voilà. Il y a peut-être des questions Je sais pas s'il y a ou des interventions, des remarques sur ce qu'on vient d'entendre. Peut-être juste ajouter un truc, c'est sur la parce que c'est quand même aussi un objet qui est politique aujourd'hui, qui est en préparation pour passer en votation. Et puis on entend quand même souvent parler, c'est les initiatives eau propre et puis initiatives pour plus de pesticides dans les produits du pays. Je tiens à en parler parce que c'est vrai qu'on lit partout, et c'est une réalité, que les organisations agricoles sont en train de sortir des gros moyens pour se battre là contre. Et c'est une réalité. Moi qui préside l'association des vignerons caveurs, je peux vous dire que c'est des discussions qui sont fortes parce que je veux dire, il y en a pour beaucoup, c'est la mort de leurs exploitations. Et je tiens juste à en parler, c'est parce qu'il faut être conscient, par rapport à ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, de la difficulté et tout. Moi, je suis un des plus anciens bio de Suisse, et je peux vous dire que j'ai des problèmes, comme tous les autres, de vente, aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est en train de pousser à passer au bio, et moi, ça fait déjà 20 ans que je dis qu'on est en train de freiner le bio en Suisse. On est en train de le freiner parce qu'on le paye de moins en moins. Et aujourd'hui, c'est dans le jeu. Il y a plusieurs jeunes qui sont passés au bio à Genève ces derniers temps. Dans les domaines viticoles, il y a par exemple Emilienne Hutin, il y a ces gens-là. Ils sont dans la même situation que moi. Et eux, c'est pire parce que moi, je suis au bio depuis longtemps, donc je suis quand même un petit peu dans des réseaux. Mais on commence tous à avoir des monstres problèmes, à ne pas savoir où écouler. Et il y a énormément de produits bio qui maintenant vont dans le conventionnel, sont liquidés dans le conventionnel parce qu'ils ne trouvent pas de marché. Donc il faut à un moment donné qu'on sache ce qu'on veut. Moi, je milite pour qu'on ait une agriculture entièrement bio. Mais je veux dire qu'il faut que les gens réfléchissent. C'est-à-dire que d'aller acheter ailleurs ou d'acheter que des produits d'ailleurs, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Ou de partir en avion sans arrêt puis d'exiger que les terrains en dessous soient cultivés en bio. Je veux dire, je reviens sur la cohérence. Il faut, si demain on veut que la viticulture, l'agriculture soit bio, ben il faut faire vivre les producteurs. Et puis si on veut que les fenêtres soient d'ici, avec du bois suisse, avec des gens qui gagnent leur vie honorablement ici, ben il faut réfléchir. Donc il y a des gros changements qui sont nécessaires. J'ai voulu intervenir là-dessus parce que c'est souvent très mal compris que les agriculteurs soient pas les moteurs en fait de ces changements, de passer au bio. On pourrait se dire ils pourraient être les moteurs, mais c'est vrai que les agriculteurs sont depuis très longtemps un secteur qui est dirigé, parce que depuis le plan Wallon, je veux dire, c'est dirigé avec énormément d'exigences. Disons, les exigences et les décisions viennent essentiellement de l'État via la politique agricole.
Donc l'agriculteur est souvent, eh ben, il suit la politique qu'on lui impose. Et aujourd'hui, ben, il y en a beaucoup, ils ont de la peine à comprendre comment ils vont faire par la suite. Donc il faut voter, il faut voter pour... Alors je dis pas pour Oprah parce qu'elle prévoit pas des mesures au niveau de l'importation, mais l'initiative pour plus de pesticides dans l'agriculture ensuite, dans les aliments en fait, parce qu'elle impose justement que les produits qu'on importe soient aussi exempts de traitement avec des pesticides. Donc elle est cohérente, elle prend en compte la difficulté pour l'agriculture. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la formation aussi des agriculteurs ou des viticulteurs qui pour l'instant quand ils font une formation sont encore dans des trucs conventionnels et pas dans des formations bio? Non, parce que c'est... Aujourd'hui, alors nous, moi quand je me suis lancé, il n'y avait personne qui nous aidait. Moi, je téléphonais au service de la viticulture, on me disait ouais, ben, t'as qu'à traiter comme les autres si t'as un problème. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. C'est pas du tout un problème de formation. Au contraire, la formation, elle est en train de s'ouvrir pas mal. C'est un problème économique. Je veux dire, quand il y en a plusieurs qui sont passés en bio, mais ils ont toute une partie du volume qui ne va pas en bio, qui est vendu en gros, en vrac dans du conventionnel, parce qu'il n'y a pas la place, parce qu'on importe du bio. Et on importe du bio à des prix bas. La plupart des bouteilles bio à la COP ou comme ça, elles sont souvent en dessous de 10 francs. Je veux dire, aujourd'hui, pour les producteurs en Suisse, c'est pas possible. Donc, et puis c'est pour... Alors, le problème de l'agriculture, c'est que nous, on ne peut pas délocaliser. Je veux dire, les terrains, ils sont là. Tous les autres produits qui sont touchés par le libre-échange, ben, ils délocalisent. Je ne sais pas si vous avez vu les panneaux solaires. Ben, il y a Max qui est là-dedans depuis longtemps, mais l'entreprise bernoise, là, le plus gros du solaire en Suisse, ben, ils ont décidé d'aller produire en Allemagne pour quand même essayer de faire de l'européen. Mais en Allemagne, on sait les conditions allemandes de travail, elles ne sont pas les mêmes qu'en Suisse. En tout cas, dans l'agriculture en Allemagne, tu peux avoir des employés polonais à 2 euros de l'heure. Donc, il y a un moment donné, il y a un problème. Une petite remarque, moi. Bon, tu as parlé de beaucoup de choses. Hein. L'huile de palme, moi je pense que de toute façon, c'est pas une question financière, on devrait même l'interdire. On devrait la bannir, on devrait même plus l'importer. Et trouver des alternatives qui existent aujourd'hui et qui peuvent se développer. Ensuite, pour l'histoire du vin. On importe du vin, on ne sait pas comment il est traité dans ces pays, on ne sait pas non plus, comme le vin qui est produit en Suisse, comment il est traité s'il n'est pas bio. Et je pense que là, il y a aussi un côté intéressant, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on met dans le vin, qu'est-ce qui reste dans la bouteille quand on sert un bon vin, comme produit pesticide ou fongicide, qu'on a mis lors de tout le traitement de ce vin, et on sait qu'il y a des particules qui restent. Et malheureusement, ce n'est pas un argument pour dire oui ou non par rapport à cette contamination que les bons buveurs de vin que nous sommes tous, n'est-ce pas, quand on ne boit pas du bio, ben, on ingurgite aussi tous ces produits chimiques. Donc là, il me semble que là, il faudrait peut-être aussi, c'est aussi un axe d'attaque contre certains vins qui ne sont pas bio. Ouais, le problème, disons, la question, c'est que bon, moi je préside une association qui représente tous les vignerons. Non, mais je pense que, disons, c'est pour ça que je dis, c'est très important de se rendre compte que les agriculteurs ont de la peine ben, aujourd'hui, ils ont de la peine à passer au bio pour des questions économiques parce que je veux dire, ça coûte plus cher de produire en bio. Je veux dire, nous, on utilise plus de main-d'œuvre. On fait toutes les vendanges à la main. On fait pas mal on essaye justement, on lave nos bouteilles. On fait plein de trucs pour être le plus cohérent possible. Mais ça a un coût. Et aujourd'hui, quand le gars qui n'est pas bio, il voit que son collègue qui est bio a les mêmes problèmes que lui au niveau de la vente, il y a un problème. Je dis, mais je l'ai dit, moi je milite pour que l'entier de la production soit bio. Mais je suis
pas d'accord qu'on continue à avoir des exigences d'un côté et puis rien faire par rapport à la distorsion de concurrence qui est en train de tuer le secteur entier, bio ou pas bio. Et ça, on doit être conscient qu'on ne peut pas continuer à avoir des exigences, certaines exigences, si en même temps on n'a pas, on change pas les choses. Ce qui va arriver, c'est déjà en train d'arriver, c'est que on va avoir de plus en plus de bio industriel. Ça se passe déjà un petit peu dans l'élevage, ça commence à se passer au niveau de la maraîchère, où aujourd'hui les grands distributeurs ont demandé à leurs fournisseurs, qui sont des gros, de passer au bio. Et puis, de toute façon, ceux-là, ils n'ont juste pas le choix. Hein. Même si, qu'ils soient, il y en a qui sont passés au bio parce qu'ils y croyaient, puis parce que c'était une volonté de leur part, une question éthique. Mais la majorité des gens qui passent au bio aujourd'hui passent parce qu'ils ne savent plus comment faire, puis ils se disent, bon, en bio, je vais avoir des paiements directs un petit peu plus élevés, ça va peut-être me permettre de tenir le coup, mais ils passent souvent forcés. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre plein de petits, et les exigences bio sont déjà en train d'être moins fortes qu'avant. Au fur et à mesure, il y a du relâchement dans les exigences, parce que ça devient plus industriel. Et là, les fournisseurs des grands distributeurs, c'est des gens qui sont sous la menace sans arrêt. C'est-à-dire que ils sont tenus par les investissements, par tout ce qu'ils ont fait, hein, puisque moi j'ai un ami qui fait la 4e gamme de la Migros. Je veux dire, nous on les connaît depuis 40 ans. Au début, ils étaient producteurs, ils faisaient les trucs, ils livraient à la centrale à Genève. Et puis aujourd'hui, ils en sont, alors ils ont déménagé dans le canton de Vaud, mais ils en sont à livrer tous les produits déjà étiquetés, déjà le code barre, le produit prêt à mettre au magasin. Ils ont eu une étape où ils livraient à la centrale, puis maintenant ils font le tour des succursales, puis c'est eux qui font pour livrer. La Coop, elle réclame maintenant, quand vous envoyez une facture à ces grands distributeurs, ils vous soutirent une taxe pour l'administratif. Ça veut dire que c'est vous qui payez le traitement de la facture, c'est vous qui payez une partie de la promotion, vous payez une partie de la mise en étalage, et puis ils les tiennent par les exigences des normes, parce que, alors il y a des normes qui sont utiles, puis il y a des normes qui sont aussi faites pour éliminer qui éliminent les petits, parce que ça devient tellement exigeant que les petits arrivent plus sur le plan administratif puis sur le plan technique. Donc ils les tiennent par l'investissement. Ils doivent sans arrêt investir dans une nouvelle machine pour être vraiment au top. Donc on élimine petit à petit une production qui est artisanale, qui est locale, et même dans le bio aujourd'hui. Mais du coup, tu avais un changement de culture pour les consommateurs, on commence à faire attention à ça, et l'histoire des normes, et au niveau des municipalités, est-ce qu'il y a un rôle j'exagère, mais de subventionnement massif justement pour la reconversion qui pourrait être utile, ou est-ce que ça doit d'abord commencer dans l'autre sens, de sensibilisation, puis d'aller vers les produits, ou est-ce que ça serait juste dépenser de l'argent pour rien, puis on aurait plein de petits producteurs, puis personne n'achèterait quand même? Ouais. Alors bon, moi je suis pas favorable à maintenir un secteur par la subvention, mais je veux dire la subvention elle peut aider au démarrage, mais il faut qu'on change de politique, quoi. Parce ça me fait dire qu'aujourd'hui on est dans la compensation, on compense tout. On fait une mauvaise politique dans tout, puis on fait des mesures de compensation, des mesures d'accompagnement, on vend le CO2, les droits de polluer, on arrache tel truc et on replante tant, on détruit, puis on compense. Mais à un moment, on fait que des politiques de compensation.
on doit à un moment donné vraiment essayer de changer au niveau de la politique générale elle-même. Ce que je trouve intéressant dans le changement d'attitude, c'est de dire pendant un moment, on permet aux gens d'avoir des produits locaux qui sont au même prix, parce que c'est toujours ça le problème. Et puis une fois qu'ils ont compris, puis ils ont vu que ce n'était pas les mêmes produits, que c'était les meilleurs produits, parce que voilà, ils passent, même si on retire, ils deviennent un peu plus chers. Enfin voilà, c'était pas de dire qu'il fallait injecter en permanence. Mais... on a un exemple là avec le confinement qui est intéressant, c'est que la plupart de la production a pu travailler pendant le confinement, puis dès que le confinement était fini, ça revient au point mort, quoi. Là, je vous ai la saucisse de chez Schoenvar. Lui dit, pendant le confinement, il y avait la queue devant chez lui, maintenant c'est fini. Hein. Il n'y a plus de queue du tout. Parce qu'on est sur le prix, puis ça n'a pas suffi à changer de... Ils y sont allés parce qu'ils étaient obligés, ils n'avaient pas le choix. Mais maintenant, ça repart sur le prix. Donc, il faut... Moi, je suis d'accord qu'on prenne des mesures comme ça, mais à un moment donné, il faut arrêter avec de la bricole. Je veux dire, ouais. C'est-à-dire, on est en train de laisser disparaître des secteurs entiers. Donc, c'est des choix qu'on doit faire aujourd'hui. Mais le problème, c'est comment on arrive à amorcer ces choix alors qu'on a... là, moi, je vois aujourd'hui, je ne sais pas vers quel parti aller pour un changement. Parce que je ne sens pas... Il n'y a pas de parti aujourd'hui qui veut modifier la politique économique. On va dans la compensation, aider ci, aider ça, mais pour moi, c'est pas... c'est insuffisant. Le mâche-fer à Satigny, je veux dire, on peut subventionner des modifications d'attitude, aider ci ou ça, mais on ne freine pas la... Billy, tu nous as parlé tellement de trucs, moi j'ai soif. Mais autre chose, non mais il y a quand même autre chose, Billy. Tu vois, quand tu parles des mâches-fer, c'est le bout de la ligne. Aujourd'hui, ici à Genève, on va investir 1,2 milliard pour la nouvelle usine d'incinération. Plutôt que d'arrêter cette usine d'incinération, de dire maintenant on incinère que 10 ou 20% et on met la masse pour ne plus produire ces déchets dont tu as parlé, non seulement le recyclage, mais d'arrêter les déchets à la source, notamment par le verre, où on va introduire à nouveau ce prix du verre à l'achat et qu'on puisse le ramener. Donc il y a déjà des gens qui sont tout de suite prêts à faire cet effort. Donc l'effort il est ici, mais il est aussi dans ces associations qui sont prêtes à soutenir. On va mettre 1,2 milliard et puis 200 millions, et on sait très bien que ce 1,2 milliard qui va se faire ici à quelques kilomètres va être certainement doublé ou va être vraiment très élevé. Et tout ça c'est géré par les gens avec qui tu travailles pour relancer le recyclage du verre. Alors c'est vrai que les services industriels, ce n'étaient pas les principaux opposants à la réutilisation du verre, mais ils étaient aussi, quand on proposait cela, dans cette commission extra-parlementaire sur les déchets, c'est eux qui ont bloqué tout ça. C'est eux qui construisent maintenant cette nouvelle usine, c'est eux qui vont vendre l'énergie thermique pour chauffer le lignon et autres. Donc c'est vrai que le problème il est en amont, c'est-à-dire ce milliard, on le paye en ce moment et on va continuer à le payer, les générations vont le payer, alors que on sait très bien que c'est une histoire sans fin, quoi. Il faut bloquer tout ça. C'est pour ça que je parlais de certains... Il y a un moment donné où ce n'est pas une question de fric uniquement, c'est aussi une question de vision, d'avenir, de vision politique. Et je pense que ce n'est pas forcément les partis traditionnels ou autres, qui soient de gauche ou de droite, mais c'est aussi les jeunes qui vont maintenant se poser la question, pourquoi est-ce qu'on fait des conneries comme ça que eux vont devoir payer pendant les prochaines décennies. Là, j'entends, il y a un moment donné, ce truc de politique, diplomate, il y a un moment donné, il faut dire stop pour la ville de Palme, stop aussi pour les usines d'incinération qui polluent. Donc c'était une des sources les plus importantes sur les microparticules à Genève, l'usine d'incinération de Chenevier. Bon, maintenant il y a des cuivres, mais quand même, on continue dans un domaine où on casse l'environnement et économiquement, et c'est là où c'est intéressant. Quand tu arrêtes l'huile de palme, quand tu arrêtes l'usine d'incinération,
c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément contre la finance, parce que les alternatives sont tout aussi rentables. Et quand on arrive à faire des choses rentables, tout en protégeant l'environnement et les gens, ben c'est par là qu'il faut aller. Et bon, c'est un côté un peu révolutionnaire, mais on a besoin aujourd'hui de ce changement radical, et non pas un changement, comme tu l'as dit, des petites broutilles à gauche, à droite, ou des taxes de compensation. On a besoin d'un changement de paradigme. Là, c'est un gros changement. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est il faut qu'il y ait des acteurs qui se lancent, qui fassent bouger les choses par la pratique. Oui, tout à fait. J'ai une question à monsieur, du coup. Parce qu'il me semblait que déjà l'usine des Chenevriers, en gros, on ne l'utilisait pas à son maximum de capacité, donc on était obligé d'importer des déchets de l'étranger ou d'accepter pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle donne son plein rendement, puis que c'est aussi, parce que maintenant on triait trop les déchets, qu'ils étaient obligés de mettre pas mal de verre dedans pour la faire cramer à la température convenable. Alors vous nous dites qu'il y a une deuxième usine qui est en construction, c'est ça, j'ai bien compris? Il y a 40 ans en arrière, parce que je suis un vieux bougre, hein, mais j'ai été député, je me suis opposé à ces 800 000 tonnes qu'on incinère. Enfin, le volume incinérable à Genève était débile, parce que personne ne croyait au recyclage. Il faut juste comprendre qu'il y a 40 ans, les gens disaient, mais personne ne va faire le geste. Le recyclage a eu lieu, donc on a diminué ce volume des déchets, et puis cette usine s'est retrouvée beaucoup trop grande. Donc c'est vrai que vous avez raison, c'est une erreur, de nouveau une erreur politique, puis la prochaine erreur politique qui est déjà votée, puis ça c'est en route, c'est cette nouvelle usine. Donc l'ancienne va être démolie, la nouvelle va être construite, et c'est de nouveau elle est dimensionnée, je crois, à un tiers ou la moitié, je sais pas. Oui, mais c'est débile. Nous, ce qu'on veut, c'est y passer des produits qu'on ne peut pas ne pas incinérer. Donc il y a une partie qui va être incinérée. On ose espérer que dans 20 ans ou dans 10 ans, ça sera peut-être que 10%, mais pour l'instant, c'est pratiquement 50% qu'on incinère. Et ça ne va pas. Et puis, qui c'est qui s'oppose? Tu l'as dit. Qui sont les gens qui disent non? C'est les recycleurs, ceux qui ramassent les produits recyclés. C'est eux qui ne veulent pas. Qui c'est qui dit non aussi? C'est les services industriels. Alors ils ont plusieurs, je suis d'accord avec toi, mais ils ont plusieurs entités, donc il y en a qui, en fait, ils sont moins là-bas. Mais je vous dis, d'où l'importance de gens comme toi qui foncent dans l'arbre et qui disent, ça suffit. C'est vrai. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais il n'y a pas 2 usines qui se construisent, il y en a une, puis c'est déjà trop. Moi j'avais une question par rapport au bio. Vous pouvez parler un peu plus fort? Oui. On est poussé maintenant à aller dans les supermarchés. Il y a de moins en moins de petits magasins. Et puis il y a pas que la maison qui est souvent pour du bio. Donc c'est aussi pratique de servir là finalement. Puisque les gens vont de toute façon dans les supermarchés. Et je sais, j'avais vu que en fait ce bio, vous l'avez confirmé, il vient d'où? Le bio de la porte et de la maison. Et c'est bien vraiment de la raison. Non. Alors, il y a une partie du... Alors, si vous regardez le label bio suisse, il y a 2 labels bourgeons. Il y a le label avec la petite croix suisse qui veut dire que c'est une production suisse. Et puis, chaque fois qu'il y a le bourgeon, mais sans la petite croix suisse, c'est que c'est importé. Parce que j'avais appris, en fait, ils le vendent beaucoup trop cher. Ils profitent de vendre du bio, il me semble que j'ai lu ça quelque part, ils le vendent beaucoup trop cher parce que probablement ils importent aussi un peu de profit. La question des prix des produits, ça devient quelque chose de très compliqué parce qu'on a tellement de produits à prix de dumping que aujourd'hui la plupart des gens n'ont aucun repère pour savoir c'est quoi le prix juste. C'est à quel niveau est-ce qu'on paye tout ce qui doit être payé pour que tout le monde arrive à vivre, que les investissements soient payés. Donc on a un énorme problème de repère sur les prix. Dans l'initiative que j'avais lancée, mais qui n'a pas abouti, puisqu'il y a peu c'est vite compliqué ces questions de concurrence, donc c'est pas évident de le faire par voie d'initiative.
Mais là-dedans, j'intervenais sur la question du droit de l'entente sur les prix. Par exemple, au niveau des vignerons, et puis de tous les produits agricoles, mais c'était aussi dans l'artisanat et tout ça, il y avait une entente sur les prix, c'est-à-dire que c'était dans la Constitution suisse, le droit de contracter, c'est-à-dire le droit des entreprises, de secteurs, de discuter, de trouver un prix de base. Et puis ce droit de contracter, c'était intéressant parce que ça maintenait toute la filière, c'est-à-dire toute la filière gagnait sa vie, puisque le prix décidé était un prix qui tenait compte du producteur, du transformateur, de tous ces prix-là. Ça a été combattu avec une première intervention qui était très positive, c'est-à-dire qu'on a créé le mandat de Monsieur Prix au début des années 80. Et puis là, donc le droit de contracter était lié à une surveillance sur le prix. Mais c'était intéressant parce que toute la filière gagnait sa vie. Moi, je participais à la formation des prix là à Genève. Eh bien, même les gros et tout, on était tous ensemble pour discuter d'un prix. Et puis, on tombait d'accord sur un prix qui fasse que toute la filière gagne. Ça a été combattu ensuite, et avec la nouvelle loi sur la concurrence de 1995, ben, ça a été balayé. Donc aujourd'hui, on n'a plus de possibilité de fixer un prix pour un produit, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une déferlante de casseurs de prix, des gens qui cassent tout d'un coup les prix sur un marché, ce qui leur permet de prendre énormément de parts de marché aux autres et de les faire disparaître. Donc la question du prix des produits, bon, moi j'ai pas vraiment de référence là par rapport à un prix de certains de produits bio en grande surface, mais ben, je vais rarement en chercher. Ce que je vois, c'est qu'en fait, si on a une filière suisse, les prix effectivement sont les mêmes qu'à l'époque. Et ça pourrait l'arranger. C'est une éducation que les jeunes à faire. Éducation. Ah ouais, par rapport au prix. Par rapport au prix, parce que s'ils vont marcher, ou s'ils vont en fait dans les filières de jardin de campagne, ou bien des filières de paysans, ou des magasins chez les paysans, épiceries, les prix sont les mêmes qu'à la COP. Alors ça, je suis sûr. Et les produits sont d'ici et meilleurs. Je pense qu'on devrait aussi éduquer les jeunes et tout le monde au goût. Je l'appelle à Paris quand ils sont opérés. Le goût, vous avez compris. La qualité gustative des produits. Et ça, je pense que si on a commencé à manger des bonnes tomates, on pourra plus supporter les autres. Si on éduque les jeunes aussi à ça, et les fraises, je crois que les fraises, l'exposition nationale, ils avaient fait une saison de fraises commerciales. En tout cas, c'était pas. Je pense que là, ça avait eu un impact. Parce que même l'endroit où fabriquaient les fraises, il était suspendu. Et avec ça, ça sentait mauvais. La question du prix et puis du respect d'un prix, alors je suis d'accord avec vous qu'il faut d'une part une éducation au goût et tout ça, mais ça n'empêche pas que, pour moi, on touche à une question de droit. C'est-à-dire que c'est pas normal que sur un même marché, une même zone de marché, vous puissiez avoir un prix qui a les charges d'ici, et puis un produit qui a les charges d'ailleurs, puis qui les vend en conséquence, c'est-à-dire un prix inférieur à ce que nous on peut concurrencer. Pour moi, c'est une question de droit, de la même manière que, par exemple, pour la circulation routière, on n'a pas décidé qu'on allait éduquer les jeunes à rouler doucement. Non, on met des panneaux, je veux dire. Il y a un moment donné où c'est une question de droit, parce que quand on ne paye pas
un prix juste, pour moi, c'est pas juste de la conscientisation, puis de la promotion, et puis faire des grands panneaux marqués sur les trams, en gros, consommer local. Je veux dire, nos vieux, s'ils voyaient ça, qu'on marque en gros sur les trams consommer local, je veux dire, oui, ils mangeaient local parce qu'il y avait des règles qui fait que les magasins devaient en premier utiliser les produits locaux avant de faire l'importation à outrance. Juste pour la route, ça s'est pas fait tout seul. Parce pour la route, ça s'est pas fait tout seul. Parce qu'au début, il y avait des voitures, les gens voulaient comme ils voulaient. Ils écrasaient des enfants comme ils voulaient. Ouais. Il y a eu des manifestations de maires qui sont descendus dans la rue pour dire arrêtez de tuer nos enfants. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aux règles de la circulation. Et ce qui fait que, comme dirait Jean Covici, on n'a pas le droit de rouler avec un char d'assaut sur une autoroute. On n'a pas le droit, par exemple. Mais c'est, donc c'est vraiment une question effectivement de droit de loi en fait. C'est ça que devrait servir la politique. Pour moi, c'est une question mais il faut que les gens défendent ces idées, ce droit, il faut qu'ils en soient conscients. Et je pense que cette initiative, elle est vraiment intéressante parce que moi, par exemple, ces questions de quota, j'en avais jamais entendu parler. Pour moi, c'est il y a une sorte de tromperie en fait, ce que vous avez expliqué, c'est que on croit que c'est un quota qui est là pour protéger quelque part l'agriculture, enfin ou les productions locales, alors qu'en fait, non, c'est un encouragement. Voilà, c'est un encouragement. Ok. Écoutez, je crois que sur ces belles paroles, nous allons clore ici ce débat. Merci beaucoup à Willy Créteny. Bravo. Je crois que je vais vous servir un verre ou bien. Comment vous allez partir en courant? C'est juste pour la suite des événements. Donc après, bon, il y a la soupe, elle est prête. On va sortir le pain, le fromage, et puis il y aura un petit verre. Et puis peut-être qu'après le repas, on va terminer la construction Florence. Et puis peut-être qu'on pourra aussi filmer un petit peu du four solaire. Il y aura une petite présentation, quel type de four, pour quel type de cuisson, même si ce n'est pas la bonne journée pour faire de la démonstration. Et à 15h, à moins qu'on avance un petit peu, si on voit qu'on est un petit peu en avance sur le programme, il y aura les concerts. Donc il y aura 2 concerts. Je vais jouer d'abord en duo avec Florence Chitakumbi qui va arriver tout soudain. Et ensuite, Grégoire Cartier, batteur comme moi, jouera avec Alexis Arnart. Bonne suite. Ah, on va passer un petit chapeau aussi, on le passera vers la soupe. Voilà, ça sera plus simple.